Grand angle consacré à la Mongolie, cette terre enclavée de l'Asie centrale avec ses hordes de cavaliers lancés à l'assaut du monde, ses nomades, ses neiges éternelles, ses espaces infinis et ces chamans dont on va parler ce soir avec le grand voyageur Jean-Claude Deray. Il est allé à leur rencontre, ce sont des guérisseurs, des devins. Durant des semaines, il a tenté de percer le mystère. Bonsoir Jean-Claude Deray. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes ethnologue, cinéaste, écrivain. Vous publiez Le premier chant du monde, la renaissance des chamans mongols. C'est aux éditions Artaud, un livre passionnant. Alors, un jour, vous rentrez de Papouasie et vous décidez d'aller en Mongolie. Pourquoi ? Alors, au départ, pour moi, les chamans, les guérisseurs, les sorciers, les devins, c'était de la littérature. C'était pas concret. Et je me retrouve au Tchad, avant la Papouasie, et au Tchad, il y a une femme qui est possédée. Elle est légume, elle pourrit sur pied. Et pour savoir quel est le diable, l'esprit, qui la phagocyte, qui la possède, ils font venir, c'est de l'exorcisme musical. Ils font venir un orchestre avec des tambours d'eau, etc., qui vont jouer. Il y a 12 diables, en fait. Ils vont jouer 12 airs. Et le diable, en reconnaissant sa musique, va sortir de la femme. Et effectivement, à la septième musique, la femme a commencé à tourbillonner, a pu être libérée. Ça, c'est le premier déclic. Alors, ça m'a interpellé quand même. Je me suis dit, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est peut-être apporté. Je me retrouve après en Papouasie. En Papouasie, au Mont Hagen, je deviens copain avec un sorcier. Et ce sorcier, je lui dis, comment tu travailles ? Il me dit, tu vois, dans mon ruban, là, j'ai un serpent noir qui est mortel. Un client vient, par exemple, et me dit « Mon voisin me fait trop de bruit, j'ai envie qu'il disparaisse, je te donne 3 cochons. » Il prend 3 cochons, il s'arrange pour avoir des rognures d'ongles, un tissu, le boubou de la future victime. Alors, il va mettre le serpent dans un roseau, dans le bambou. Il va mettre la rognure d'ongles qui appartient à la victime et il va mettre ça sous le feu pendant des jours et des jours. Alors le serpent, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans son esprit reptilien, il va se dire, si je souffre, si j'ai chaud, si j'ai soif, c'est à cause de cette odeur-là. Et quand le serpent est à point, il va le libérer. Il peut y avoir 10, 20, 100 personnes. Il est dans l'herbe, il sait très exactement où est la cheville qui doit mordre. Et alors je me suis dit, où sont les chamans ? Actuellement, il y a une résurgence, il y a le néo-chamanisme, c'est en Mongolie. J'appelle l'ambassade de Mongolie et je tombe sur une femme adorable, voix très douce, intelligente et qui prend son temps, ce qui est rare. Et qui me dit, alors on sympathise et je lui dis, si vous deviez me décrire votre pays, que je ne connais pas du tout, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Un silence s'installe. Je me suis dit, elle a décroché, ou elle attend que je raccroche. Et elle a tout au bout des chamans. Voilà. Au bout d'une minute, elle me dit, avant, mon pays était très pur. Alors, du coup, je me retrouve dans l'avion une semaine plus tard et je décide effectivement d'enquêter sur les chamans. Alors, vous arrivez en Mongolie et ce livre, c'est justement cette aventure que vous racontez. Vous nous plongez dans le chamanisme. Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est le chamanisme ? C'est une spiritualité, ce sont des spiritualités ? En fait, c'est la racine même de la spiritualité à l'aube de l'humanité. Parce qu'on retrouve les mêmes points communs, que ce soit au Groenland, que ce soit en Afrique du Sud, dans tous les pays du monde. On ne peut pas circuler. Premier, à l'aube de l'humanité, les hommes ont les mêmes réactions, ont les mêmes désirs, ont les mêmes demandes vis-à-vis de la nature, du ciel. Le ciel vient souvent dans les dialogues, dans les prières, dans les offrandes, etc. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une religion. Beaucoup de gens pensaient une religion, mais en fait, c'est le creuset d'où ont jailli les autres religions. C'est l'homme face à la nature, aux forces spirituelles qui le dépassent. Alors on va parler de ces chamans, ces êtres mystérieux qui tutoient. Vous avez parlé de ciel, dit-on, les 99 ciels à cheval sur des oies sacrées. Racontez-nous, vous l'avez vu ça ? J'aurais dû avoir 500 ans de moins. Ça se passait avant. Ce qui s'est passé, c'est que au départ, quand les hommes l'homme était l'égal des dieux, c'est-à-dire que il était éternel, il ne mourait jamais, il ne vieillissait jamais, il tombait jamais malade. Mais l'homme est l'homme, donc il fait des erreurs. Il est devenu une poussière dans l'œil divin. Et donc, il a périclité, il est devenu humain, c'est-à-dire il vieillit et il meurt. Et le lien entre ces hommes qui sont demandeurs, qui sont perdus dans la nature, et les dieux, c'est le chaman. Le chaman qui a des pouvoirs. Et si on lit par exemple l'ouvrage sur le chamanisme,
le nom m'échappe, mais il est très connu. Effectivement, ils ont des pouvoirs extraordinaires. Justement, racontez-nous quel est son rôle social. Vous le racontez dans ce livre, on peut très bien le voir parce qu'on a raté un examen, on est recalé, on peut aussi être un homme d'affaires malchanceux. Est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce qu'il est officiel? Est-ce qu'il est officieux? En fait, ils ont un rôle déterminant. Ce qu'il faut savoir en 2 mots, c'est que le chamanisme, le lamaïsme a essayé de le détruire. Ensuite, ça a été les Mandchous. Ils ont été persécutés, massacrés. On a incendié, effectivement, toutes les yourtes et les hommes qui étaient à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes sont arrivés en 1924. Ouais. Colonisation. Dieu n'existe pas, l'opium du peuple et tout le reste. On a persécuté les chamans, on a brisé les miroirs, on a brisé tous les outils, les masques, les costumes, etc. Et le chaman, donc, a perdu contact avec les esprits. Et quand les Russes sont repartis, l'arbre était décapité. Avant, il avait des pouvoirs. Il était guérisseur, il était devin, il raccompagnait les âmes. Souvent, quand les gens meurent, ils préfèrent rester autour de la yourte. Ouais. Donc, et comment vivent-ils aujourd'hui? Vous parlez de yourte, ils sont nomades, ils sont sédentaires? Alors, ils sont plutôt sédentaires maintenant à Oulan-Bator, mais beaucoup font la navette avec leur lieu d'origine. Donc j'ai rencontré un des chamans qui effectivement est d'Arad et qui fait la navette entre son village et Oulan-Bator. Ce qu'il faut savoir, là, on voit Gansour. Gansour, c'est un d'Arad qui vit du côté du lac Khosrol et puis à Oulan-Bator. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont perdu ce pouvoir. Avant, si vous étiez malade, ils soufflaient sur la plaie disparaissait, se cicatrisait. Maintenant, c'est différent. Il faut savoir que Pourquoi c'est différent? C'est différent parce qu'ils ont perdu les pouvoirs. Ils ont été coupés avec les esprits. En osmose avec la nature, voilà. Donc avec les esprits. En fait, il y avait des ancêtres qui sont devenus des Angodes. C'est des ancêtres, comme à Madagascar d'ailleurs, qui les aident effectivement. Quand ils ont mal, ils ont des besoins, ils s'adressent à Angod. Angod a des pouvoirs réels. Il a 500, 600 ans, 1000 ans. On le connaît bien. Mais depuis la Russie, on ne sait plus quel est son nom, sa légende, etc. On essaye de reconstituer. Les gens, en même temps, la civilisation a changé. Chez les Russes, avant, c'était tous dans la même ligne, on avait le même salaire, il n'y avait pas d'envie, de jalousie. Maintenant, c'est l'économie de marché, c'est la course vers l'argent. Et justement, il y a des dérives et ils en paient le prix, les nomades et notamment les chamans. Je vous propose justement de partir à Oulan-Bator, que vous avez cité, Jean-Claude Deray, à Ozlod précisément, dans les steppes qui s'étendent à perte de vue sous le soleil mongol. Ozlod qui a pour vis-à-vis un bidonville embrumé par la pollution où des centaines de milliers de nomades viennent chercher une vie meilleure. Reportage de l'AFP TV, commentaire signé Antoine Delpierre. C'est sur les collines escarpées qui entourent Oulan-Bator, à 2 pas des gratte-ciel et des promesses d'une vie meilleure, que le rêve des nomades mongols s'est brisé. Dans l'immense bidonville qui rampe au pied de la capitale, ils sont chaque année 20 000 de plus à entasser leur yourte, l'habitat traditionnel du nomade, rendu immobile par la modernité sédentaire. Parfois, on n'a rien à manger pendant 1 ou 2 jours. Certains jours, on rate un repas pour pouvoir économiser de la nourriture et manger le lendemain. Comme ça, on ne passe pas 2 jours sans manger. Et pourtant, cette mère de 35 ans préfère encore vivre ici plutôt que de retourner dans les steppes. 900 000 Mongols, un tiers de la population, y vivent encore de l'élevage. Mais à cause du changement climatique, les hivers y sont de plus en plus rudes, avec des températures jusqu'à moins 50 degrés. Cette année, 40 000 bêtes n'ont pas passé l'hiver. Alors ces nomades à la recherche de travail s'établissent ici, malgré l'interdiction du gouvernement et le manque d'infrastructures. À la périphérie du Guer District, il y a des endroits où il est illégal de s'installer. On ne peut pas y vivre. Alors certains habitent dans des zones illégales. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infrastructure, pas de transport, pas d'électricité et pas d'accès à l'eau. Si les conditions de vie s'améliorent ici et là dans le Guer District, le quartier des yourtes, ses habitants comptent beaucoup sur cet homme, Kaltmaa Batulga, le nouveau président de la Mongolie qui a promis de s'attaquer à la pauvreté et au chômage et qui a lui aussi grandi dans un bidonville. Jean-Claude Deray, une réaction immédiate. Tous ces nomades, en fait, quand la femme dit elle préfère vivre en ville, dans ce cloaque, de boue, etc., c'est pas du tout la vie. Le Mongol est fier, il est digne, il est libre comme le vent.
Genghis Khan a toujours été libre aussi. Il avait, sa yourte était la plus simple du monde. Il était maître d'un royaume où le soleil ne se couchait jamais, mais il était simple. Et ces gens-là le sont restés. Ils veulent vivre droit. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a de vrai, c'est que, le climat est terrible. C'est le dzoud. Le dzoud, c'est le gel qui va empêcher le troupeau de manger l'herbe qui est sous la glace. Et beaucoup, effectivement, ça décime. Alors, les autres menaces, quelles sont-elles? Vous en parlez des multinationales aussi. Ah voilà, ça c'est très 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 important. J'ai fait une enquête particulière sur l'implantation des multinationales qui essayent d'explorer et d'exploiter. La Mongolie, il y a 80 minerais. Il y a des compagnies canadiennes, australiennes, de Nouvelle-Zélande, françaises, Areva, pour ne pas la citer, etc., etc. Ils sont là, les Chinois, les Russes. Ils sont là, et qu'est-ce qu'ils font? Ils grattent le sol. Mais le sol appartient aux esprits. Il appartient aux savdags. Si vous observez les bottes d'un chaman, ce ne sont pas des bottes normales. Le bord est recourbé pour ne pas égratigner. Quand on fait un trou, on s'excuse, on fait un rite, on offre aux esprits et on recouvre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le pays est mis à sac. Ça donne quoi? Ça donne des rivières, donc ces nomades, ils perdent de l'eau. Il y a des rivières qui se dessèchent, il y a des lacs qui disparaissent ou qui sont empoisonnés. Il y a la lutte de Mung Bayar. C'est qui Mung Bayar? Il a 40 ans, il a un troupeau. Le troupeau est décimé, il est empoisonné, il perd sa mère qui meurt empoisonnée, son fils qui tombe malade aussi, et il décide d'alerter en disant il y a danger. Les multinationales, les compagnies qui exploitent de l'or par exemple, déversent dans l'eau, coupent les forêts, saccagent un pays magnifique. Un des rares pays encore magnifiques. Un pays encore magnifique. Et pour le découvrir, avant d'y aller notamment, il faut lire Le premier chant du monde, la renaissance des chamans mongols. C'est aux éditions Artaud. Merci beaucoup Jean-Claude Deray d'être venu sur notre plateau.